pense arriver. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau live The Product Crew, un des premiers de l'année. Hello, salut tout le monde. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Salut Alexandre, Alice, Clément, François, hello Jean-Luc, salut Kevin. Waouh, je vois que ça intéresse quand même pas mal de monde cette problématique qu'on va aborder. Donc, trop cool que vous soyez avec nous, que vous soyez présents. On va, comme d'habitude, essayer de partager un maximum de réflexions, d'insights et de valeurs, mais aussi, comme ce qu'on fait également de plus en plus, essayer de vous demander aussi vos réflexions à vous et que ce soit assez inclusif. Euh, alors, on a voulu aujourd'hui parler du product management pré-product market fit. On pense que c'est une question qui est super importante à d'éluder, que c'est une problématique à mettre en avant en ce moment, parce que pour deux raisons. On se rend compte que la première raison, c'est qu'on se rend compte que il y a de plus en plus de création, d'entrepreneuriat, d'entreprises en seed qui cherchent leur marché. Clairement, il y a des nouveaux secteurs en vogue. Donc, on a beaucoup de questions, nous, aujourd'hui, chez The Product Crew, sur le product market fit. Et la deuxième raison, c'est que même chez les scale-up et même chez les groupes un peu avancés, en fait, on lance des nouvelles offres, on lance des nouveaux produits. Et que, mine de rien, c'est quand même important de poser les principes du product market fit, même à ce niveau-là. J'ajouterais aussi une troisième raison qui est que si vous positionnez ou que vous cherchez à vous positionner en tant que product manager qui fait du pré-product market fit, vous verrez, le job est passionnant. Moi, j'ai eu la chance de faire ça. Enzo aussi. Le job est passionnant. Il est sensiblement différent de être product manager dans une entreprise tech qui a levé ou qui est en phase de croissance avancée. Donc voilà les raisons pour lesquelles on a voulu tacler ce sujet. Aujourd'hui, on va avoir la chance d'accueillir Enzo, qui est l'un des fondateurs ici aujourd'hui de Jundotsu, qui est passé par des entreprises comme Zalando, N26, Intercom, qui sort de SCP aussi comme moi, malheureusement. Non, je plaisante. Et on a la chance d'avoir Enzo qui travaille quasi quotidiennement sur des problématiques product pour ses partenaires et ses clients. Parce qu'il va vous en parler mieux que moi, mais sa solution est une solution de product analytics, mais qui également travaille en interne dans l'amélioration de sa solution. Enzo, je vais te laisser. Ah oui, dernière chose, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente très rapidement. Je suis cofondateur de The Product Crew. Je vous en parle juste après. Et le product market fit est une question qui me tient moi particulièrement à cœur parce que j'ai fait ça et parce que on continue. Ce sont des réflexions qu'à titre personnel, pour The Product Crew, on continue de mener chaque jour. Sur ce, Enzo, je te laisse peut-être prendre la parole, te présenter et peut-être nous dire deux mots sur toi, sur June et enchaîner sur ta presse. Allez, super. Je commence sans le merci beaucoup et c'est top d'être là. Il y a vraiment pas mal de monde, donc j'espère que ça sera utile. On va aussi envoyer les slides. Après, si on peut faire ça, je vous ai pas demandé, mais on va vous les envoyer. Donc, vous pouvez prendre des notes, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez ça après. Et donc, rapidement sur moi, je m'appelle Enzo Avigo. Je suis, donc, comme disait Mehdi, un fondateur. J'ai créé ma boîte maintenant. Ça s'appelle June. On a un outil d'analytique produit pour les SaaS B2B. Et mon passé, c'est un passé de product manager. Donc voilà, très très passionné par ce boulot-là. J'ai eu la chance dans mon parcours dans la tech de passer par différentes tailles de boîtes et différentes verticales. Donc j'ai bossé en startup fintech, N26. Ensuite, j'ai bossé en enterprise e-commerce, Zalando. Ensuite, j'ai bossé en scale-up B2B SaaS. Et là, on est sur vraiment la startup early stage avec June, on est une dizaine. Et donc, ce que ça m'a permis de voir, c'est vraiment des manières différentes de faire le product management. Je suis quelqu'un voilà, assez curieux, c'est un trait qui est assez commun chez les PM. Mais ce qui s'est passé pour moi, c'est que
au moment de monter ma boîte, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui ne marchaient pas de mon passé de product manager. Donc, ça, c'est l'accroche. L'accroche, globalement, c'est que quand j'ai commencé à June, j'ai commencé à du coup mettre en pratique mon expérience de product et commencer à faire des choses assez classiques, on va dire, du product. Une d'entre elles est évidemment la roadmap. Et dans les 3 premiers mois de June, on avait jeté 10 roadmaps déjà. Et donc, j'étais un peu dégoûté parce que je perdais beaucoup, beaucoup de temps à les faire. Elles étaient très belles. C'était des roadmaps sous forme de thème. Je ne sais pas si vous connaissez cette approche. C'est assez flexible, c'est assez joli. Mais au final, je perdais un jour ou deux à la faire à chaque fois. Elle ne restait pas. Et donc, je me disais que c'était un peu une perte de temps. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres artefacts qui ne marchaient pas forcément. Donc, le deuxième artefact qui a été un peu dur pour moi, ça a été la fameuse phase delivery, donc les user stories, les épiques, les tickets, etc. Et en fait, je me rendais compte que limite, écrire des user stories, ça ralentissait ma team, tout simplement parce que j'avais à peine le temps de l'écrire, de bien la formuler, de bien faire en sorte qu'il y avait le Figma file, etc., etc. Qu'en fait, on est déjà allé dans le code et on avait déjà changé ce qu'il fallait changer, quoi. Donc voilà, deux des totems sacrés du product management qui sont la roadmap et la user stories s'étaient effondrés pour moi en moins de 3 mois. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à partager mon expérience globalement avec beaucoup de gens et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un sujet qui était assez récurrent. Cette idée que ce que j'appelle le product management traditionnel, finalement, ne s'appliquait pas au cas par cas en early stage, quoi. Et en particulier au fameux pré-product market fit. On va voir ce que c'est ensemble. Product market fit, il y a plein de définitions, mais je vais en utiliser une. Et il semblerait qu'il n'y a pas beaucoup de recherches, de travail qui ont été fait là-dessus. Ouais. Pour avoir creusé un peu là-dessus, il semblerait que ce soit un sujet, en fait, dû vraiment à la construction de la science du product management. En fait, en général, c'est plutôt les grosses boîtes qui ont les ressources pour développer des sciences. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'innovations qui viennent d'entreprises privées, et notamment des grosses entreprises privées. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça cascade, ça ruisselle, en fait, ces sciences-là. Donc, ça arrive petit à petit dans les scale-up, dans les startups. Donc, les product managers de Facebook, Google, etc., partent, montent leur entreprise, etc. Mais ils ramènent la science, n'est pas vraiment adaptée au early stage. Donc, elle a besoin à un moment d'être adaptée. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble aujourd'hui en partie. Il y a beaucoup de choses qu'on ne pourra pas voir, mais j'essaie de toucher sur les choses principales. Donc voilà, aujourd'hui, le but de la conversation, c'est de toucher sur ce que j'appelle les 7 principes fondamentaux du product management pré-PMF. Encore une fois, basé sur mon expérience et j'espère que ça va résonner avec vous. Donc, les 7 choses qu'on va voir aujourd'hui, c'est d'abord, on va parler du PMF. Qu'est-ce que c'est? Donc, si vous arrivez dans une startup early stage, comment vous pouvez le définir? Là, c'est assez actionnable. On va voir en fait comment vous pouvez, comme product manager, essayer de tendre vers le PMF. Ensuite, on va parler des do's and don'ts du product management pré-PMF, le diagramme du product management, donc le fameux diagramme avec les 3 cercles et le product au milieu, comment je pense qu'il est challengé en pré-PMF. On va parler de priorisation de tech debt, d'être irrationnel en pré-PMF et ensuite d'avoir la permission de construire. Vous allez voir dans un instant ce que ça veut dire. Donc, sans plus attendre, on va passer sur ce que c'est le PMF. Le PMF, aujourd'hui, j'ai la chance avec June de faire de l'analytique produit pour beaucoup, beaucoup de boîtes. Et ce dont on se rend compte, c'est que le PMF, il n'est pas binaire. C'est-à-dire que quand vous regardez les histoires publiques de Product Market Fit, il y a souvent un moment déclencheur, ce qui est vrai, un moment où le marché et le produit se sont emboîtés et les choses ont commencé à marcher. Et c'est une réalité, donc c'est vrai que ça arrive. Et la deuxième chose, c'est que c'est souvent des axes de communication. C'est souvent intéressant de dire, là par exemple, j'ai commencé la série Uber, de dire, ah, on a compris que Uber, il y avait un besoin quand on était à Paris et qu'on n'avait pas trouvé de taxi. Donc souvent, il y a des storytelling qui est fait autour de ça. Mais pour accompagner beaucoup, beaucoup de boîtes sur leur matrix produit, je peux vous dire qu'en fait, c'est beaucoup plus graduel. C'est ce que j'appelle un spectrum. Donc, c'est pas si binaire que ça peut prendre du temps d'arriver au product market fit. Donc, le programme Market Fit, la définition, c'est en général, moi, celle que j'aime bien, c'est celle de Marc Andreessen qui dit quand vous l'avez vraiment, vous avez à peine le temps de construire ce que vos clients achètent et ils achètent déjà depuis l'étagère. Et donc, vous êtes vraiment toujours en train de courir après construire, quoi. Il dit quand vous avez le PMF, vous savez que vous l'avez. En réalité, pour moi, il y a 3 phases. Donc, c'est un article qu'on enverra aussi après d'un ingénieur qui était chez Stripe qui parle de 3 phases, qui parle de la phase de traversée du désert, de la montagne et du pic de la montagne.
Le désert, c'est vraiment la phase au début où vous n'avez aucune idée d'où vous allez. Vous partez dans une direction, mais vous ne savez pas si en fait il y a le bout du désert à un moment, vous avez très peu d'eau dans votre gourde. Et là, c'est vraiment le moment le plus difficile. Vous avez juste des petits signaux très précurseurs que vous avancez dans la bonne direction. Mais il faut quand même avoir une vision et quand même, il faut y croire. La montagne, c'est le moment où vous sortez du désert. C'est-à-dire que vous avez passé la phase la plus dure où vous ne saviez pas du tout si vous étiez sur un business. Là, vous commencez à sentir des signaux de traction. Vous sentez que vous êtes dans une bonne direction, mais ce n'est pas encore explosif. Il n'y a pas vraiment le PMF. Et le pic de la montagne, c'est vraiment le dernier moment où vous allez peaufiner les quelques détails qui vont vous amener au PMF. Je pense qu'il y a des signaux qui sont hyper intéressants à interpréter pendant cette traversée du désert, cette phase où vous montez la montagne et le pic, qui ne sont pas assez discutés. On parle beaucoup de mesurer le PMF en startup avec le plus connu, c'est le score de Sean Ellis qui a été popularisé par le fondateur de Superhuman en disant si est-ce que vous seriez très déçu de ne plus utiliser notre produit, donc il faut passer la fameuse barre des 40%. En réalité, ça c'est la dernière phase, c'est quand vous avez atteint le pic. Avant, il y a d'autres signaux. Et donc ce que je voudrais partager, c'est les signaux que nous on a vus plusieurs fois, qui servent vachement en fait à savoir si vous avancez dans la bonne direction ou pas. Il y a les signaux qualitatifs et les signaux quantitatifs. Qualitatif, je pense qu'en fait, il y a des manières de savoir si vous êtes dans la bonne direction. Quand vous explorez un prime statement, donc là, je les ai classés par ordre de qualité de signal. Tout en haut, c'est le moins intéressant et tout en bas, c'est le plus intéressant. Je pense que quand vous commencez, que vous êtes sur un marché et que quand vous vous adressez à des personnes qui ont éventuellement un problème et que vous leur demandez s'ils ont le problème ou s'ils veulent en parler, je pense que déjà avoir des retours, c'est déjà un signal de ce que vous êtes sur un sujet. C'est-à-dire que, évidemment, si vous développez une solution pour les avocats, ils sont peut-être très occupés, ou pour les scientifiques peut-être. Euh, on peut aussi se trouver des excuses, mais globalement, c'est un premier signal. C'est-à-dire que les gens sont prêts à prendre une discussion avec vous, vous parlez probablement d'un problème qui les intéresse. Euh, Quand vous vous rapprochez d'une vraie solution et que vous transposez les gens dans une solution potentielle, là, les utilisateurs potentiels ou les clients potentiels, c'est un engagement qui est beaucoup plus fort que vous leur demandez. Parce que d'un coup, vous êtes parti d'une discussion et de parler de leur problème. Ah, il y a potentiellement une solution. Vous allez potentiellement pouvoir utiliser et même payer pour. Et donc là, vous projetez les gens vraiment dans un signal qui est beaucoup plus fort. Donc, si vous avez des prototypes que vous leur montrez et que vous avez des réactions, s'il y avait vraiment des vrais feedbacks et d'utilisation, ou du testing, ou alors si vous êtes capable de leur faire des lettres d'engagement ou de leur demander de l'argent, même si c'est des tarifs réduits dans un premier temps, je pense que déjà, vous avez vraiment des premiers signaux du PMF, quoi. Donc ça, c'est des signaux que vous pouvez utiliser déjà pour savoir si vous avancez dans la bonne direction et qui sont hyper intéressants en early stage. En quantitatif, avec June, on a fait Y Combinator, un accélérateur à San Francisco. Et les trois métriques que vous voyez à droite, c'est les trois qu'ils recommandent depuis 15 ans. Globalement, ça n'a jamais changé. Ils disent si vous êtes pré-revenu, il n'y a que trois métriques qui sont importantes. Les active users, donc savoir combien de personnes reviennent et sont actives. Et donc là, il faut vraiment définir les core actions dans votre produit. La rétention, qui est en fait le pourcentage d'utilisateurs qui reviennent, ou l'engagement. Active user et rétention, c'est vraiment les deux côtés de la même pièce. Ça dit est-ce que les gens sont engagés, est-ce qu'ils reviennent sur votre produit. Et donc, ça peut paraître un peu des métriques un peu farfelues, mais globalement, si les gens reviennent sur votre produit et que vous faites partie de leur vie, il y a une grosse chance que vous soyez important pour eux. Il y a une grosse chance que le jour aussi, vous allez monétiser votre produit, que ça soit directement ou indirectement, ils acceptent. Donc en fait, c'est des métriques, ça paraît un peu farfelu, mais globalement, ça a vraiment un proxy avec la réalité de votre product market fit. L'engagement, c'est utilisé plutôt en B2C, en consumer app, et ça va être plutôt une manière de dire l'usage total de votre produit. Est-ce qu'il va vers le haut? Donc par exemple, pour Snapchat, ça va être le nombre de snaps qui sont envoyés par jour. Ça peut paraître être une vanity metrics parce que finalement, ce compte d'action, il va toujours vers le haut. Mais globalement, ce que les grandes boîtes se sont rendues compte, comme Facebook, Snapchat et Instagram, c'est que si ce numéro va vers le haut très fort, c'est peu probable que le reste de votre business, il n'aille pas mieux. Et donc, c'est peu probable que vous ne soyez pas en train d'avancer vers le PMF. Donc, c'est pour ça que si vous êtes déjà rentré dans une startup à Paris, vous êtes une startup à Paris qui fait du consumer, vous allez quasiment toujours voir sur une télé le nombre de fois que l'action principale de l'app a été faite parce que c'est un chiffre qui est en fait un super proxy, quoi. Donc là, je voulais parler très rapidement de l'exemple de Airbnb. Je vais clairement pas avoir le temps de faire les 7 principes, j'essaie d'aller plus vite. L'exemple de Airbnb, c'est globalement, ils ont beaucoup itéré avant leur product market fit. Donc au début, ils ont commencé, c'était des dorms, donc c'était des chambres chez des étudiants sur les campus. Avant ça, c'était pardon, les conférences, donc ils se sont rendus compte que c'était très dur d'avoir une chambre quand les businessmen allaient faire des conférences.
Finalement, ils ont itéré une troisième fois où ils se sont rendus compte qu'en fait, ça serait plutôt intéressant pour les travelers dans les grandes villes où il y a de la saturation comme New York. Au début, Airbnb, c'était le air mattress, donc c'était vraiment un matelas au sol. Maintenant, Airbnb, c'est la chambre, voire tout le logement et le Wi-Fi parfait, etc. Donc voilà, il y a eu beaucoup de phases d'itération et en fait, ça s'est fait très progressivement. On oublie souvent après coup que le PMF a pris des années. Airbnb, on est quasiment sur 3 ans d'itération avant de toucher un produit. Nous, dans l'analytique, on se rend compte qu'il y a beaucoup de boîtes qui ont mis 2-3 ans à lancer leur produit, tellement il y a du boulot pour sortir un produit de terre. Donc, ça, c'est un peu les premiers signaux pour aller vers le PMF. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que le PMF Survey, il y a plein d'autres choses avant et vous pouvez vous servir de ça pour avancer vers le PMF. Les 12 endpoints du PMF, donc là, ça va être très arbitraire, hein, mais c'est des choses qui, en général, peuvent un peu choquer. Donc, la roadmap, c'est vraiment empirique. On voit énormément moi, je vois énormément de startups qui jettent leur roadmap. Quelque chose qui est toujours vrai, c'est les problem statements. C'est-à-dire que vraiment, les problèmes de vos utilisateurs, ils sont toujours vrais. Et donc, si vous êtes capable de les documenter, eh bien, ça sera toujours un point d'ancrage de la réalité. Et la seule question que vous aurez à vous poser finalement, c'est est-ce qu'on veut tacler ce problème? Est-ce que c'est plus important? Est-ce qu'on pense qu'on est à même de le faire pour des raisons stratégiques ou même technologiques? Et ensuite, vous pouvez un peu reshuffle vos problem statements. Mais donc, le problem statement, c'est un asset que vous ne perdrez jamais en pré-PMF, alors que la roadmap, pour le coup, vous allez en perdre beaucoup. Les user stories, les epics, tout ce qui est en fait dans l'abstraction de la delivery peuvent en fait ralentir. Et c'est vraiment le paradoxe avec le pré-PMF, c'est qu'en général, ces assets permettent d'accélérer les ingénieurs qui vont pouvoir les prendre et puis commencer à travailler. En pré-PMF, ce qui arrive très très souvent, c'est l'inverse, c'est qu'aller dans le code et parler qu'un designer et qu'un ingénieur parlent pour trouver une solution, ça va souvent plus vite que vous qui deviez écrire tout. Donc, nous, on les a arrêtés. Je vois beaucoup de boîtes qui commencent à les arrêter. Et donc, on voit les product managers qui, au contraire, se concentrent sur la partie delivery beaucoup plus. Donc, le prototypage, le QA, toutes les choses qui permettent d'accélérer la delivery plutôt que de la ralentir. La user research, hyper important, mais pas des user research qui prennent des mois, puisque de toute façon, il faudra shipper pour savoir si c'est vrai. Donc, quand je dis just ship it, ça ne veut pas dire qu'il faut juste shipper n'importe quoi à n'importe quel prix, mais ça veut dire que globalement, vous êtes dans une phase d'incertitude énorme et que le feedback utilisateur va vraiment être le moment de le reality check avec vos utilisateurs. Et donc, le plus vite vous pouvez le faire, le mieux ça sera. Euh, il y a des sujets, pour avoir bossé dans un grand groupe, je sais que influencer quand on est product manager, c'est un des gros sujets. Je pense qu'en fait, dans early stage startup, on n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire qu'on est très peu, on peut se parler, on peut se dire clairement ce qu'on pense, les décisions qu'on ferait si on était tout seul, les confronter, avancer. Et donc, ce que je recommande, c'est plutôt d'empower plutôt que d'essayer de s'influencer. Influencer, ce n'est pas un gros mot, mais ça prend du temps. Et en early stage, on n'a pas le temps. Et l'itération est hyper importante. On a tendance à lancer des choses très rapidement en early stage. Le feedback est très, très, très important. Les itérations, c'est hyper important. Donc voilà, ça, c'est un des classiques du product management. Mais je pense que, encore une fois, c'est un peu biaisé par ces histoires, ces success stories de product qui font le PMF. Ça prend beaucoup d'itérations. Donc, si vous prenez juste Airbnb, par exemple, vous voyez que ça a pris des années à itérer autour du même problème qui est globalement de trouver un logement avec une expérience décente. Je passe au Venn diagramme. Donc, celui à gauche, c'est celui qu'on voit tout le temps. Le product est au milieu de la UX, de la tech et du business. En réalité, je pense qu'en pré-PMF, le PM ou la personne qui fait du product, on ne va pas en parler aujourd'hui de qui doit faire du product, mais il y a plein de manières différentes de le faire. Je pense qu'en fait, elle est driver d'une proposition de valeur de la même manière que le UX, le tech et le business sont. Donc, je pense qu'en fait, ce sont 4 métiers qui avancent en parallèle et attendre d'être au milieu et de synchroniser, c'est génial en post-PMF parce que c'est ce dont la boîte a besoin. Elle a besoin de quelqu'un qui soit la voix des utilisateurs et qui rappelle au design, qui rappelle à la tech, qui rappelle au business l'utilisateur. En pré-PMF, la réalité, c'est que normalement, tout le monde devrait être suffisamment proche des utilisateurs pour en fait se concentrer sur des missions à valeur ajoutée et avancer en parallèle. Donc, en post-PMF, voilà, la vision produit, c'est hyper important, la roadmap, améliorer la delivery, influencer, c'est très important. En pré-PMF, on parle plutôt d'identifier les problèmes, aller chercher des big swings, vraiment aller créer, aller proposer des innovations, des projets très importants qui peuvent bouger les choses et voilà, parler avec les utilisateurs.
Donc, ça, c'est vraiment aussi un des piliers du product management. Je sais que ça fait un peu peur à première fois qu'on le voit. Il y a plein de manières de voir mon graphe à droite. Vous pouvez voir aussi un peu de rouge dans tous les cercles. Ils ne sont pas forcément tous les quatre alignés, ils peuvent être en carré si vous voulez. Enfin voilà, vous faites un peu votre sauce. Mais ce que je veux vraiment dire, c'est que en early stage, il n'y a pas besoin d'avoir juste quelqu'un qui est là pour influencer et aligner les disciplines. Il y a vraiment besoin de quelqu'un qui est là et qui pousse le wagon comme un malade parce que voilà, c'est hyper dur d'arriver au PMF et les stats sont contre vous, quoi, globalement. Je vais assez vite, mais je sais il nous reste que 10 minutes. Je vais parler de la priorisation en pré-PMF. Vous avez peu de ressources. Une des règles d'or qu'on voit beaucoup, c'est avoir une priorité à la fois. C'est très, très dur de pousser plusieurs choses en même temps. Les grosses boîtes ont du mal. Alors imaginez en startup, plus vous êtes focus, plus vous êtes laser focus, plus vous avez des chances que ça avance. Start with Stones, c'est un concept qui dit, vous pouvez voir votre delivery ou ce que vous allez faire dans ce que vous avez délivré comme une jarre. Et dans la jarre, vous pouvez mettre des pierres ou du sable. Les pierres, c'est les gros projets qui vont pouvoir avoir plus d'impact. Le sable, c'est les plus petits projets, quoi. Peut-être ce que vous estimez à une journée, une demi-journée, par exemple. L'idée, c'est de commencer avec les stones. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites un planning, vous dire, OK, c'est quoi le gros projet avec lequel on peut commencer qui a une chance de move the needle. Et donc là, c'est un concept que j'avais appris chez Intercom qui s'appelle no snacking. L'idée, c'était que Death Trainer, un des cofondateurs, avait dit que, en fait, à faire que du sable, souvent, on ne bouge pas the needle, on bouge pas on n'arrive pas à faire avancer le schmilblick parce qu'en fait, les petits projets, en général, ont moins d'impact. Et surtout, on se trouve des excuses. C'est-à-dire que quand ça ne marche pas et qu'on a fait un petit projet, on peut dire, ah oui, mais en fait, c'était un petit projet, donc c'est normal que ça n'ait pas marché, quoi. Donc, cette idée des stones, c'est vraiment vous forcer au niveau des plannings à vous dire, OK, c'est quoi le gros projet qu'on pourrait pousser? Les big swings, c'est l'impact que peuvent avoir ces stones. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire cette semaine, ce mois-ci, selon comment vous faites vos plannings, qui peuvent vraiment bouger le status quo. Les deadlines, on n'y pense pas suffisamment, mais quand vous passez quand vous faites votre planning tous les mois et que vous le passez toutes les 2 semaines, quand vous avez du coup, vos sortes de roadmap qui sont tous les 2 mois et que vous les passez au mois, etc., et que vous faites des raccourcis sur les deadlines, en fait, ça va faire bouger les choses plus rapidement. Donc, typiquement, Intercom fait des cycles de 6 semaines. Eux, ils sont très post-PMF, by the way, mais ils font des cycles de 6 semaines, là où il y a des roadmaps qui étaient quarterly, quoi. Il y a beaucoup de boîtes qui vont bosser en sprint d'une semaine plutôt que 2 semaines. Et en général, ce qu'on entend, c'est que ça accélère pas mal la delivery. Après, quand on grossit, on repasse en 2 semaines ou autre. Mais il y a beaucoup de boîtes qui sont pré-PMF qui font de la semaine et ça leur permet d'avancer plus vite. Le just-in-time, vous connaissez probablement ce concept. C'est un concept qui dit qu'il ne faut pas passer de temps à définir des projets tant qu'ils ne sont pas vraiment tout en haut du backlog, enfin vraiment qu'ils vont arriver, quoi. Donc là, l'idée encore, c'est en tant que product person, de maximiser votre temps, de passer plus sur la delivery, de faire en sorte qu'il y ait de l'impact. Et vraiment, quand il y a besoin de vous, limite au dernier moment, parce que le projet va commencer la semaine d'après, il faut le définir, là, vous pouvez vous mettre dessus, quoi. Ça va dépendre évidemment énormément d'études de projet, hein. Je ne te dis pas qu'il faut toujours se mettre sur un projet 3 jours avant, mais le just-in-time va vous permettre fait, d'éviter de passer du temps sur des projets qui ne vont jamais arriver dans le pipeline. Et donc là, évidemment, c'est un muscle qu'il faut développer de avoir un sens de est-ce que oui ou non le projet a une sens d'arriver au bout et si oui ou non ça vaut le coup. Et puis c'est un peu aussi un serpent qui se mord la queue. Si on ne définit pas un projet, on n'arrive pas à le défendre. Si on n'arrive pas à le défendre, il y a peu de chances qu'il soit priorisé. Donc là, c'est un peu une gymnastique d'esprit à trouver. Mais c'est un sujet que je pense c'est un sujet qui est important de comprendre que le just-in-time, c'est vraiment votre meilleur ami sur la priorisation. Le dernier point, c'est le sujet de la dette et on va parler de la dette technique. Du coup, on va en parler dans un slide un peu plus tard. L'idée, c'est que quand vous êtes jeune, vous avez moins de dettes. Donc, vous allez pouvoir passer moins de temps à la régler. Et donc, au début, vous allez pouvoir peut-être passer 10% de vos ressources ingénierie sur ce sujet-là. Dans le temps, ça va évoluer. Et je pense qu'une des brochettes idéales, c'est vraiment le 10-30%. C'est vous dire, il ne faut pas que ça soit en dessous. En général, penser qu'on a moins de 10% de dette technique en termes de ressources, même au début, c'est un peu rêveur. Et si ça prend plus de 30%, ça commence à vraiment manger beaucoup, beaucoup de votre planning. Donc, imaginez 40 ou 50%. Donc, un ingénieur sur deux qui passe du temps à gérer votre dette alors vous êtes censé prouver vos propositions de valeur pour aller chercher votre PMF, ça commence à devenir complètement paralysant. Donc, il faut apprendre à vivre avec sa dette technique, contrairement à la dette financière qu'on a
besoin de rembourser, la dette technique, on n'a pas toujours besoin de la rembourser. Et donc, ça va être un slide un peu plus tard. Donc, c'est ce slide-là, en fait. Donc, on va parler de dette maintenant. Je sais qu'il y a des questions, je vois qu'il y a des questions. On va y répondre après. Donc, je les vois, mais c'est juste que j'essaie de finir, entre guillemets, la présentation pour que vous ayez un maximum de points pour plus tard. Donc, la dette technique, je pense qu'il y a 5 étapes hyper importantes quand vous êtes pré-PMF. Je pense que la première chose, c'est d'être au fait de sa dette. Donc, il faut comprendre comment on a la dette, il faut être capable de la capturer. Donc, je pense que être capable de collecter les bugs, collecter les problèmes de performance, c'est très, très important. Et c'est un peu comme se soigner avec de la médecine. On ne peut pas se soigner si on n'est pas au courant qu'on est malade. Donc là, c'est hyper important que vous la collectiez. Une des très bonnes pratiques que je vois en pré-PMF, c'est de collecter votre dette très proche de la delivery. Parce que ça va accélérer ensuite les cycles de delivery. Donc, par exemple, si vous utilisez un outil comme GitHub et que vos ingénieurs utilisent GitHub pour faire de la delivery, collecter la dette dans GitHub, en général, c'est une très bonne pratique, puisqu'ensuite, le ticket peut être relié directement à la pull request. Et donc, vous gagnez du temps, il n'y a pas besoin de faire des connexions, des intégrations Zapier, voire faire des choses à la main. La deuxième idée, c'est de prioriser votre dette, donc de lui donner un score. Donc en fait, selon les niveaux de bug que vous avez, ou de product confusion, ou de performance, ou autre, lui donner un score. Être en amont capable de dire, OK, est-ce que c'est un score numéro 1, numéro 2, etc. Ici, j'aime bien une nomenclature qu'on utilisait chez Intercom, qui s'appelle P0, P1, P2, P3, P4. P0, c'est vraiment on arrête de travailler maintenant. Il faut vraiment le régler, c'est un problème qui est trop critique. P1, ça doit être réglé dans la journée. C'est un workflow qui est critique, il faut vraiment aller régler, mais on a quand même la journée. P2, c'est dans la semaine. Et P3, globalement, c'est tous les petits problèmes que vous n'avez jamais le temps vraiment d'aller chercher. Il faut payer votre dette. Et la manière de savoir comment vous payez votre dette, c'est vraiment votre vision produit. C'est-à-dire que P0 et P1, globalement, il faut les régler. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ça, vous n'avez pas un produit qui est fonctionnel. P2 et P3, c'est vraiment une idée de où est-ce que vous voulez mettre le standard de qualité de votre produit. C'est-à-dire que si vous réglez tous les P2, c'est-à-dire que vraiment le produit, il est nickel, il y a zéro problème. Quelqu'un qui l'utilise depuis plusieurs années ne verra jamais un problème. Et là, on est sur du niveau de Linear, .app, qui est un ticketing management system qui est vraiment très, très haut de gamme. On est sur un niveau quasiment de Slack. Slack, il y a quand même très peu de bugs, je pense, après toutes ces années. Euh, et donc, en fait, ici, c'est vraiment une question de vision. C'est quelle catégorie de produits vous voulez créer par rapport à votre stratégie, par rapport à votre vision. Le point numéro 4, c'est éviter la dette qui n'est pas intentionnelle. Donc, la dette, vous pouvez la maîtriser si elle est intentionnelle. Si elle est inintentionnelle, ça va être très dur de la maîtriser. Et donc, le cinquième point, c'est d'apprendre à vivre avec la dette. Donc, ça, c'est ce que dit Jack Altman, le CEO de Lattice. Il dit, vous n'êtes pas obligé de tout repayer, quoi, globalement. Et donc, il faut vraiment décider où est-ce que vous mettez la limite. Et donc, c'est un sujet, la dette technique, quand vous êtes pré-PMF, qui peut être très paralysant ou même qui peut être frustrant. Il peut y avoir des conversations toujours de la qualité du produit, est-ce qu'elle est bonne, pas bonne, etc. Globalement, vous pouvez venir avec une méthode, une nomenclature, un standard, et ensuite, voilà, que ce soit plus un sujet. Voilà. Donc, cette semaine, il y a trop de bugs, on remet des ingénieurs dessus. Cette semaine, il n'y en a pas, on peut passer sur autre chose. Et donc, ça va vraiment vous permettre d'avoir plus de vélocité et de vous enlever pas mal ces problématiques de vos têtes. La partie sur l'irrationalité, ça, c'est une histoire que j'adore. C'est dans les premiers jours d'Intercom, ils ont ajouté les emojis à leur chat. Donc, Intercom, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit chat. Ça fait plein de choses, mais c'est un petit chat essentiellement que vous voyez sur les sites dans le coin. Et ça permet au Customer Support Team de parler avec des utilisateurs. Et donc, ça envoie des messages. Et à un moment, ils ont décidé d'ajouter les emojis. Donc, envoyer et recevoir des emojis entre le Customer Support et l'utilisateur. Et donc, ils se sont posé la question de quel est le problème que ça résout, est-ce qu'il y a des feedbacks, est-ce qu'il y a des demandes d'utilisateurs. Il n'y avait rien de tout cela. Personne ne demandait vraiment les emojis. Et puis, voilà, pas pouvoir envoyer un smiley avec un vrai smiley, mais pouvoir faire juste égal parenthèse de droite, ça ne changeait pas grand-chose, quoi. Donc, et à l'époque, maintenant, il y a plein de librairies pour le faire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, rajouter des emojis dans son produit, c'était hyper compliqué. Il fallait supporter les navigateurs, le mobile, il fallait limite reconstruire le truc from scratch. Donc, ça prenait beaucoup de temps à construire. Donc, c'est vraiment une décision importante. Ils ont construit cette fonctionnalité-là et c'est devenu une des fonctionnalités préférées des utilisateurs. Même des années après encore, c'est resté une des fonctionnalités préférées des utilisateurs.
Et ce dont Intercom parle, que je trouve qui est hyper intéressant pour le pré-PMF, c'est que parfois, euh, vous allez avoir des décisions qui ne sont pas très rationnelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un beau problem statement, mais il y a une vision, il y a une envie de faire euh, qui est plus importante et qui en fait va avoir plus de valeur aux yeux de vos utilisateurs. Donc typiquement, Intercom veut être le next generation chat platform. Pour eux, c'était important c'était impossible d'être cette boîte sans être, voilà, sans être un outil qui avait des emojis globalement. Donc voilà, parfois, il faut penser un peu au-delà juste des prime statements et juste du product management traditionnel. Et même si ça fait peur en early stage, parce qu'en fait, vous avez plein de choses, plein de cartes à abattre et qu'il n'y a pas la place pour en fait faire des folies, mine de rien, ça peut être des paris qui sont game changer. Le dernier, je vais le faire en 1 minute parce qu'on a fini. C'est ce qu'on appelle la permission to build. Donc ça vient de Brian Chesky, le fondateur de Airbnb, qui explique que quand vous êtes au début d'une boîte, il faut faire attention à ne pas lancer plusieurs produits trop rapidement. Il parle de ce qu'il appelle la permission to build, donc qui est l'idée que tant qu'on ne vous donne pas la permission de construire un second produit, vous ne devriez pas le faire. Et donc la permission, en quoi elle consiste? C'est en fait avoir des utilisateurs qui aiment tellement votre produit, qui aiment tellement votre boîte, que globalement, le moment où vous allez lancer un second produit, il y a beaucoup de chances qu'ils l'essayent ou qu'ils l'utilisent. Et donc, voilà, Brian Chesky explique que Airbnb Experience, qui a quelques années, ça fait 12 ans qu'ils l'ont dans le pipeline. Ça fait depuis le début d'Airbnb qu'ils veulent le lancer, mais ils ne l'ont pas lancé. Pourquoi? Parce que tant qu'il y avait des gens qui se plaignaient, tant que le support prenait un peu la marée, tant qu'il n'y avait pas les fonctionnalités de base sur Airbnb pour les logements, c'était trop, trop tôt pour le lancer. Donc voilà, il explique que c'est pour ça que l'iPhone a marché selon lui, c'est parce qu'en fait, les gens aimaient tellement leur iPod qu'en fait, quand Apple a dit on fait un téléphone, les gens étaient hystériques, quoi. Donc voilà, c'est le dernier principe. Le récap, c'est vous pouvez m'envoyer un mail à enzo@june.so si vous voulez parler de votre challenge pré-PMF. Ravi de vous répondre. Et le récap, je crois que je l'avais mis avant. Non, je l'ai skippé. Il est là le récap. Donc le PMF, c'est un spectrum. Les douzaines Dante. Pensez à l'organisation qui est un peu différente. La priorisation et la dette aussi, ça est notre sauce. Pensez à être irrationnel et lancez pas trop de produits trop rapidement. En général, c'est un peu casse-gueule de ce qu'on a vu. Et j'ai écrit un bouquin sur ce sujet-là. Donc, c'est bit.ly/firstpm et vous recevrez le premier chapitre gratuit qui est bientôt fini. Et le bouquin arrive à la fin de l'année. Donc voilà, n'hésitez pas. Canon Enzo, merci beaucoup. Franchement, j'ai appris énormément de choses. J'étais passionné. J'ai pris énormément de notes. N'hésitez pas à nous dire dans le chat comment est-ce que vous avez trouvé ce talk et qu'est-ce qu'on peut creuser comme sujet pour compléter. N'hésitez pas à nous partager cette info. Moi, de mon côté, je vais prendre à peu près 30 secondes pour vous parler de Product Crew. Si vous connaissez pas encore notre service, sachez qu'on est les copilotes du recrutement, tech et produits dans les startups, les scale-up ambitieuses, qu'on a accompagné aujourd'hui un peu plus de 800 partenaires startups, scale-up, mais aussi des PME tech de plus en plus, et des grands groupes, grâce à une communauté hyper active de 10 000, un peu plus de 10 000 maintenant, product, engineers, designers et data, que notre ambition, notre raison d'être en tout cas, c'est de permettre à nos membres de libérer leur potentiel professionnel. Ça passe par le recrutement, mais pas que. Si vous êtes membre, vous le savez, ça passe par énormément d'autres initiatives, notamment CETALK par exemple, et d'aider nos partenaires à devenir des champions de la tech, et notamment dans les nouveaux secteurs que sont l'IA, la green tech, la robotique, la cybersécurité et d'autres. Voilà, si vous êtes en recherche, n'hésitez pas à nous contacter. On peut vous aider à builder vos équipes, à vous accompagner dans vos recrutements et à travailler sur votre marque employeur. On est assez efficient et assez expert aussi dans les problématiques de recrutement produit et tech, et en particulier en pré-product market fit. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous mets le lien ici pour recruter avec nous. On vous enverra le lien dans le chat, ainsi que le lien pour, à l'inverse, devenir candidat chez The Product Crew si c'est une problématique que vous rencontrez en ce moment ou dans les prochaines semaines. Voilà pour TPC. On va prendre le temps de partager. Moi, j'ai énormément de questions, mais je pense que je ne vais pas avoir le temps de les poser parce qu'il y en a à peu près une quarantaine dans le chat. À commencer par Céline qui nous demande la différence entre active user, user retention et engagement. Yes, bonne question. C'est vrai que j'ai pas eu le temps d'aller trop, trop profond. Active user, c'est ton nombre d'utilisateurs actifs.
Donc, tu les comptes. Ça peut être à la journée, à la semaine ou au mois. Il faut que tu les comptes sur le cœur d'utilisation de ton produit. C'est-à-dire que ouvrir les settings ou ouvrir ton app en général, c'est pas assez. Il faut que ce soit vraiment le cœur de l'action principale. Donc, typiquement pour Airbnb, ça va être vraiment de booker une nuit. Pour Uber, ça va être de booker un taxi. Donc, en fait, à partir du moment où tu as le cœur de ton produit, le chiffre est significatif parce qu'il ne ment plus. Vraiment, il représente la cœur value prop de ton produit. Mhm. Daily, weekly, monthly, tu vas regarder en fonction de l'utilisation idéale de ton produit. Donc, un SaaS, c'est très souvent weekly. Une app, c'est très souvent un consumer, ça va être très souvent daily. La rétention, c'est le même chiffre, mais ça va être le pourcentage dans le temps. Donc, le pourcentage d'utilisateurs qui revient dans le temps. Donc, ça va être typiquement 30%. Ça va être 30 à 3 mois, ça va être 30% d'utilisateurs qui ont sign up vont revenir à 3 mois. Et donc là, en fait, ça va vraiment pas te donner un compte d'active user qui va être. En fait, l'active user va te permettre de vraiment de piloter ta boîte à court terme parce que tu vas pouvoir dire, OK, j'en ai 5 cette semaine, j'en veux 10 la semaine d'après, donc je veux faire 100% de croissance. Et donc, c'est super motivant et tu vas pouvoir vraiment avancer comme ça. La rétention, c'est plutôt un chiffre que tu vas regarder à 3, 6 mois, 9 mois et que les invests vont beaucoup regarder, où tu vas dire, regardez, si on prend du recul sur le business, après des mois de construction de notre produit, les gens restent en moyenne à 40%. Et donc là, c'est un chiffre qui est beaucoup plus significatif, évidemment. Et l'engagement, c'est juste un compte des actions principales de ton produit, mais qui n'est pas ramené au nombre d'utilisateurs. Donc en fait, s'il y a un utilisateur qui le fait 1000 fois et un utilisateur qui le fait une fois, ton engagement, ça va être 1001. Euh, et donc, c'est pour ça que je disais, c'est un chiffre qui peut un peu faire peur au début, qu'il y a beaucoup de boîtes qui ne veulent pas regarder parce que voilà, 1001, t'as l'impression que tu as plein d'utilisateurs, mais en fait, tu n'en as que deux, par exemple. Mais pour les boîtes consumer, en fait, globalement, ce dont tu te rends compte, c'est que l'engagement tire la stickiness qui tire la grosse, en fait. Donc, mais bon, c'est un peu plus technique, voilà. Yes, on a pas mal de questions sur les décisions irrationnelles. Euh, alors, si je dois un peu les résumer, c'est comment est-ce que tu arrives à les faire accepter, en fait, étant donné le niveau de risque que ça peut comprendre. Je prends, enfin, par exemple, les emojis que tu as évoqués chez Intercom. Ouais, c'est hyper dur. Honnêtement, ça, c'est hyper dur. Je dirais que ça va dépendre vraiment de chaque boîte. C'est-à-dire que, en fait, globalement, il va falloir qu'il y ait un peu de la place pour les dettes dans la roadmap, enfin dans le déploiement et dans les sujets qui vont être taclés. Donc, il faut quand même. En fait, je pense qu'il faut d'abord se dire, OK, dans toutes les choses qu'on va faire cette année pour arriver au PMF, il va y avoir 10%, 20%, 30% d'irrationnel. En fait, ça fait partie vraiment du travail d'innovation, d'aller trouver ces nouvelles choses. Il va falloir aller là-dedans. Est-ce que tu peux nous donner par exemple, un exemple pour chez June? Est-ce que tu as travaillé sur quelque chose d'irrationnel ouais, au début? Ouais, plein, 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 plein. Ouais. Mais nous, un truc a été. Alors, attends, un truc qui a été irrationnel chez June au début, ça a été nos premières notifications Slack. En fait, on avait fait une intégration Slack au début et c'était un peu irrationnel dans le sens où en fait, c'est juste quelque chose qu'on voulait pour nous. Donc, globalement, en fait, June, c'est un produit d'analytics produit. Mais on s'est dit, ce qui est hyper intéressant quand t'es jeune, c'est vraiment de savoir limite en temps réel ce que font tes utilisateurs. Et donc, on avait fait une intégration où tu pouvais avoir une notif en temps réel quand quelqu'un se sign up ou se login. Et en fait, c'était un peu irrationnel dans le sens où bah, nous, on trouvait ça chouette, etc. Mais l'analytique, c'est jamais quelque chose qui est vraiment granulaire au point de savoir en temps réel dans Slack Ouais. quelqu'un fait quelque chose, quoi. Et au final, c'est devenu une des fonctionnalités préférées de nos utilisateurs qui, en fait, sont capables d'avoir un sens de qui est actif, etc. Et en fait, même ça leur permet de plus ouvrir leur analytique parce qu'ils ont toujours un sens de est-ce qu'il y a du monde, est-ce qu'il n'y a pas de monde. Donc, en fait, ça enlève même le besoin, quoi. Et donc, c'était irrationnel parce qu'en fait, ça allait à l'encontre du sujet de l'analytique, quoi. Tu vois, c'était des notifications Slack, quoi. Ouais. Mais il y a quelqu'un à cette époque-là qui avait défendu le sujet en se disant ce serait quand même vraiment, vraiment bien, on passe là de notre vie dans Slack, ça serait quand même vraiment bien qu'on ait un truc là-dedans. Donc voilà. Et ça aussi, c'était irrationnel dans le sens où quand tu crées un produit, normalement, tu te bats pour avoir de la rétention. Donc tu te bats pour que les gens reviennent. Alors qu'en fait, quand tu amènes l'analytique dans des outils tierces comme Slack, en fait, bah, les personnes ne se souviennent plus chez toi. Et donc, en fait, si tu veux, en termes de business, c'était une très mauvaise décision pour nous, a priori. Et après coup, en fait, on s'est rendu compte que l'analytique, peu importe où on le livrait, tant que les utilisateurs étaient contents, bah, en fait, on faisait notre job, quoi.
Donc, Et c'est un ça, peu- ça, ça rejoint une autre question, je trouve ça passionnant, c'est comment est-ce que tu arrives à mesurer que ça a fonctionné, tu vois, notamment, par exemple, votre intégration Slack ou alors les emojis chez Intercom, quand a posteriori, tu peux dire, OK, ce truc-là a eu un impact. Ouais, chez Intercom, chez nous, c'était un lift de rétention qui a été très visible. À 2, 3 mois, vraiment, on a vu je me rappelle à l'époque, on avait vraiment vu un point d'inflexion sur l'utilisateur de Slack qui était très, très fort. Donc en fait, tu peux regarder tes métriques, tu demandes à tes utilisateurs, évidemment, ça, c'est quelque chose qui revenait beaucoup pour nous. Et pour Intercom, ils ont un article. Donc en fait, si vous allez sur leur blog, il y a un article et vous allez Mm. voir, il y a une mosaïque de screenshots d'utilisateurs qui disent qu'en fait, qu'ils adorent les emojis. Donc pour eux, ça a été vraiment un raz-de-marée de feedback de gens qui les utilisaient. Donc encore une fois, du qualitatif et du quantitatif très visible pour eux, quoi. Yes. Et si on a encore la chance d'avoir quelques minutes avec toi. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On en a qui arrivent, notamment sur le profil de la personne au produit en pré-product market fit. Toi, tu recommandes quoi comme profil? Tu vois, si on devait le sum up les 3, 5 critères les plus importants chez un profil, quelqu'un qui fait du produit en pré-product market fit, il y en a qui suggéraient notamment que ce soit plutôt un product builder qui ait les mains dans le cambouis, qui teste rapidement plutôt que product manager stratège. Enfin, qu'est-ce que tu recommanderais là-dessus? Ouais, en fait, je me rappelle, c'était notre première conversation quand on avait parlé du Talk qui m'a dit on bosse avec beaucoup de PM qu'on place dans des boîtes early stage Ouais. et donc vous devez faire le matching de qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'ils attendent et c'est un casse-tête incroyable. Il y a pas une réponse. En fait, je pense que ça va dépendre énormément de l'équipe fondatrice, ce qu'elle a comme skills et ce qui va lui manquer. Si l'équipe fondatrice n'a pas du tout de product builder, je pense que ça va être hyper important que le premier PM il soit hyper sur la delivery, donc qu'il soit capable de s'asseoir avec un designer, de faire le scope, de dire voilà, sur les 10 trucs que tu as designés, ces 3 trucs-là, c'est la V1, parce que je viens de parler avec les ingénieurs et on pense que c'est important. Je pense que le QA est vu comme un gros mot souvent, alors qu'en fait, je pense qu'un PM qui fait de la QA, il aide vachement parce qu'en fait, il va accélérer la delivery, il va réduire le nombre de bugs, donc il va aussi réduire le nombre de feedback loops où il va falloir itérer. Donc en fait, il va vraiment accélérer la boîte. Donc être capable évidemment de tester, d'être très structuré, je pense que c'est hyper important. Et ensuite, je pense que c'est beaucoup de soft skills. C'est-à-dire qu'il va y avoir un fit. On n'en a pas parlé avec les fondateurs ou avec l'équipe fondatrice. Et je pense qu'être capable d'absorber une vision qui est très souvent forte des fondateurs sans interférer, se l'approprier, l'adapter et voir la challenger, je pense que c'est hyper dur. Et c'est pour ça que on voit souvent des product managers très seniors qui vont en pré-PMF et il y a des conflits avec les fondateurs parce que par définition, un PM très senior, il a plein de convictions et Ouais. il arrive dans une boîte où il y a d'autres gens qui ont plein de convictions et donc je pense que ça peut clasher. Donc avoir des soft skills, comprendre que les fondateurs, ils ont un bébé et qu'il faut comprendre d'où ils viennent, c'est hyper important. Et pour les founders, comprendre que le PM, il prend des risques énormes à rejoindre une early stage et qu'il faut aussi l'empower, je pense que c'est hyper important. Donc beaucoup de soft skills. Moi, je suis je suis vraiment à fond sur les soft skills. Je pense qu'en pré-PMF, c'est le plus important. Dans les signaux pré-PMF, tu as parlé de choses hyper intéressantes. Et tu as parlé de rétention d'engagement, d'active user. Tu n'as pas mis monnaie dedans. Tu n'as pas mis, tu vois, le MRR ou ce genre de choses. Euh, Pourquoi? Parce que je prenais juste l'hypothèse que les boîtes étaient pré-revenus. Ok. Et donc, c'était toujours sur la continuité de parler de la traversée du désert en disant si vous êtes pré-revenu, il y a d'autres choses à regarder. Tu as raison de le souligner. Quand on parle de revenu, dès que tu as du revenu, pour moi, il faut lâcher le reste. Enfin, tu peux le garder en métrique secondaire. Ouais. Pour moi, il faut passer sur du revenu et c'est ce qui est le plus déterminant et ce qui est le plus fort, quoi. Donc, effectivement, si tu as un business qui est recurring, donc où tu fais des abonnements, effectivement, le MRR, c'est le Graal, quoi. En, en- il va y avoir, ouais, ça va être la métrique à regarder, quoi. Clairement, tu as raison. Il y a pas mal de façons d'aller recueillir des feedbacks de tes users, enfin de faire comme tu dis, de pas tomber dans la user research, mais d'avoir quand même des feedbacks. C'est quoi pour toi les bons hacks pour avoir des feedbacks auprès de users qui peuvent être très intéressants pour toi lorsque tu es dans cette phase de ta croissance? Ouais, moi, la technique que j'aimais beaucoup,
en fait, au début, quand tu es très early, euh, les gens te doivent rien et même ton produit, il est en général pas ouf. Donc, en fait, tu es plus de l'ordre du service à ce moment-là. Donc, et tu peux pas demander 10 fois un service à une personne. Donc, moi, sur vraiment la phase très early, je suis de l'école qui dit qu'il faut faire un blast très large et en disant aux gens, est-ce que voilà, tu n'as pas 2 minutes pour me faire un feedback et rendre le process le plus léger possible. Ok. Donc, ce sera un petit message LinkedIn, un tweet, un petit mail. En fait, la chose qui va prendre le moins d'effort pour la personne, je pense que c'est le plus Ouais. intéressant. Moi, j'aime beaucoup la technique d'envoyer des screenshots du produit en donnant très peu de contexte Ouais. volontairement pour voir dans quelle direction les gens partent. Parce qu'en fait, quand tu es early, euh, il peut y avoir des signaux très tu vois, contradictoires, ça peut partir dans plein de directions. Et je pense que donner un minimum de barrières pour voir dans quelle direction les gens partent, c'est hyper intéressant. Donc ça, c'était un truc que faisait Ryan Hoover, le fondateur de Product Hunt. Quand il a créé la première version de Product Hunt, il faisait des screenshots et il l'envoyait à des gens, il disait ça va être un site pour ranker les produits. T'en penses quoi? Et il n'y avait rien, il expliquait rien, quoi. Et apparemment, c'était une phase hyper intéressante pour eux. Et nous, on avait fait un peu ça au début, ça a été intéressant pour nous aussi. Canon. Il va nous rester voilà, quelques instants avec Enzo. Si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas. En attendant, je vous invite à nous mettre bah, voilà, une petite note et un petit commentaire là dans le chat sur 5. C'est sur 5, pas sur 10. Si vous notez sur 10, ça va faire mal. Et moi, j'ai peut-être une ou deux, il y a peut-être une ou deux autres questions qui vont tomber. Moi aussi, j'en ai. Euh, la première, c'est, tu as parlé de, voilà, lorsque tu travailles avec ton équipe, que tu fais du produit, mieux vaut être dans l'empowerment que dans l'influence. Est-ce que tu peux préciser cette notion-là, s'il te plaît? Ah, ça, c'est un peu le côté. Ça, c'est un peu le côté, t'as pas le temps de faire de la langue de bois dans une startup, tu vois. C'est un peu le truc qui est un peu dur à désapprendre, mais quand tu fais du product, en général, la première porte que tu te prends, c'est quand tu crois que tu es le mini-CEO. Et donc, où tu comprends que management, c'est dans le terme, mais qu'en fait, tu manages personne. Tu es Ouais, en train d'influencer. Et donc, c'est vraiment un des premiers trucs qu'on t'apprend dans le product. T'es pas là pour micromanager, t'es pas là pour manager qui que ce soit. Les ingénieurs, ils reportent souvent à un engineering lead. Enfin, tu vois, t'es à croiser plein de choses, quoi. Donc, en fait, c'est une des plus belles skills que tu as quand tu es product manager dans une grosse boîte, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que en early stage, tu as besoin qu'il n'y ait pas de langue de bois. C'est-à-dire que tu as besoin de dire, j'ai parlé à 3 utilisateurs cette semaine, les 3 nous ont dit globalement que le truc qu'on est en train de faire, il n'avait aucun sens pour eux. Ou les 3, j'ai senti vraiment que c'était pas important pour eux. Donc je vais vous le dire, quoi. Je vais vous le dire, là, ce qu'on est en train de construire, je ne le sens pas. Et en fait, il faut qu'il y ait un espèce de. Je pense qu'il faut qu'il y ait il faut enlever tous les filtres, mais il faut évidemment être bienveillant les uns vers les autres. Faut pas qu'il y ait de, tu vois, il faut pas faut savoir parler, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment enlever un maximum de filtres pour essayer d'aller toucher le feedback, aller toucher vraiment le noyau de ce dont les utilisateurs ont besoin, ce qu'ils pensent vraiment de ce que tu es en train de faire et comment tu vas avancer dans cette direction-là. Et donc, l'idée, ça va être plutôt, quand je dis empower, ça va être plutôt de dire à quelqu'un, voilà, moi, c'est ça que j'ai appris. Euh, prends cette information, fais-en ce que tu veux, mais j'espère qu'elle va t'amplifier. C'est-à-dire que j'espère qu'elle va te permettre d'aller designer le bon truc la prochaine fois. J'espère que ça va te permettre même d'aller faire un call avec moi la semaine prochaine parce que tu n'es pas d'accord, donc tu veux vérifier. Tu vois, ça va être vraiment de faire avancer les choses dans la bonne direction. Et ça, c'est le truc le plus dur pour une startup, pour être honnête avec toi, hein. Enlever tous ces filtres. ouais, Euh, pour le PM, à qui on a toujours dit, il faut que tu prennes des pincettes, il faut que tu amènes le truc, il faut que tu rajoutes les gens autour de la table. Et là, tu lui dis, mais en fait, tout ça, c'est beaucoup moins important. Ce qui est important, c'est vraiment d'aller au cœur du réacteur, quoi. C'est hyper, hyper dur. ouais, ouais. Je suis assez convaincu de ça, d'autant plus que tu as tendance, en tant que, enfin, si tu es la personne au produit ou que tu es un des cofondeurs ou les deux, tu as tendance plutôt à parfois à jongler entre les retours que tu as, les décisions radicales que tu as besoin de prendre et un peu
un côté idéaliste chez toi de poursuivre une vision, une raison d'être et de la construire brique par brique contre vents et marées, quoi. Exactement. Il faut Euh, l'avoir, en fait, il faut les deux. Il faut que tu aies une vision, sinon ouais, tu sais pas où tu vas. Et ensuite, il faut être réaliste. Les petits pas que tu vas faire, c'est des pas qui vont être vachement. En fait, le sequencing va venir des utilisateurs. ouais. Ce que tu vas faire d'abord, après, comment tu vas le faire va venir des utilisateurs. Et évidemment, ta vision, c'est la tienne et il faut en avoir une. Ça répond à pas mal de questions qui viennent de tomber. Donc, tu as beaucoup de remerciements, beaucoup de 5, 5, 5, 4 sur 5, c'était trop court, 5, 5, 5. Super talk, merci beaucoup. C'est quoi ta caméra, ta marque de cam? Tu es en 3D, un avatar. Non, franchement, c'est une entrée de gamme. C'est une Logi, c'est la Logitech de base. Une Ok. Logic, ouais, ouais, La pré-PMF des caméras, quoi. elle coûte 100 euros, je crois. Yes. Merci beaucoup. Le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube là, assez rapidement. The Pro Crew. N'hésitez pas à continuer à nous suivre. Il y a beaucoup de choses très intéressantes que nous partage Enzo sur LinkedIn, donc connectez-vous à lui. Voilà, nous, on continuera de creuser ce sujet-là parce que c'est un sujet très très important et d'autres sujets. Donc, stay tuned, comme on dit. Il y a beaucoup de très très bonnes choses qui arrivent. Enzo, c'est quoi les actus là pour toi dans les prochaines semaines, les prochains mois? Le bouquin Ouais, les bouquins. que j'ai Ok, postpone là que je vais finir. Je pense qu'il a vraiment besoin de sortir ce bouquin. Et ensuite, écoute, on va voir. La série A pour June. On a encore quelques croise les mois. doigts. Voilà. Et catch up avec la communauté, quoi. Ok, bon, félicitations, te souhaite bonne chance pour tout ça et puis merci encore et je vous souhaite un bon appétit à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt. Bye.